Je voulais répondre à notre collègue de la radio Ndenga qui a dit nous sommes au 4e cycle. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui au point mort? La réponse à cela est simple. C'est le non-respect, non-respect ou le manque de respect des engagements, des accords. Parce qu'un peuple n'avance que lorsque il s'est mis d'accord avec lui-même. Lorsque le tout accepte que les éléments qui les composent soient en accord. Mais si l'on fonctionne en violant chaque fois les accords, on se retrouvera au rond-point, en train de tourner, comme au niveau de Kisebwela. On tourne, on tourne. En fait, j'ai commencé par Sun City, juste pour vous dire que après qu'on se soit entre-déchiré, après qu'on ait échappé de près la balkanisation de notre pays, à Sun City, on s'est mis d'accord. Non, laissons tout, suivons la voie de la démocratie. Avec une constitution bien élaborée, adaptée à nos réalités, parce que nous sommes un pays qui venait des déchirures, qui venait de la dictature. Et donc, il fallait mettre quand même certains leviers de part et d'autre pour pouvoir bloquer la situation ou débloquer certaines autres. Mais on n'a pas voulu ça. La démocratie ne voudrait pas dire que les uns prennent le pouvoir de force. Vous en êtes témoin. Il y a certains députés nationaux qui ont été élus, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans leur circonscription, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été élus. Et donc, il n'y a pas ce lien entre le gouvernant et le gouverné. Le lien existe de par le choix. Vous avez choisi un député académique, c'est celui-là que vous voudrez bien voir parler en votre nom. Mais voilà. Plus les cycles avancent, le premier, le deuxième, le troisième, plus l'organisation se détériore bonnement et consciemment, volontairement, je peux le dire, de manière délibérée, par ceux-là qui sont censés protéger la cohésion et les vivres sociales. Voilà pourquoi nous sommes au rond-point. Et je réponds directement à notre collègue qui m'a dit, mais je suis à la 4e législature, est-ce que je ne suis pas dans la routine? Non, moi je ne suis pas dans la 4e législature. J'ai été élu en 2018 pour la première fois, avec un objectif, c'était celui de redonner la paix à mon territoire de Nyonge. Lorsque je choisis comme professeur d'université de laisser toutes mes charges académiques pour rentrer dans mon fief naturel, c'était pour donner la paix. Et je crois que vous tous, vous savez ce qui s'est passé. Il y a 7-8 ans, on ne peut pas faire la route Nyonge-Kalemi. Mais aujourd'hui, nous nous battons là-dessus. Aujourd'hui, on peut y aller, même la nuit, on peut passer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train d'armer certaines personnes pour certaines raisons. C'est une bombe de demain. Et nous qui nous sommes battus pour la paix, nous qui sommes partis des forêts, des savanes, des brousses pour aller chercher la paix, quand nous voyons comment on cherche encore à armer certaines personnes pour le raison de la cause, je vous dis, c'est un danger pour notre province, particulièrement, et pour notre pays de manière générale. Donc, en bref, nous sommes en train de tourner 4 cycles après, c'est parce que les gens n'acceptent pas de respecter les accords. Les premiers accords de tous les Congolais, acceptés par tous les Congolais, c'était la Constitution. Les gens ne respectent pas la Constitution. Voilà pourquoi, bon, comme je le dis, le pouvoir contrôle le pouvoir. Mais il y a un pouvoir qui domine tous les autres pouvoirs parce que ces pouvoirs s'est érigé de pouvoirs de manière illégale, de manière illicite. Et pour les conserver, vous avez appris qu'il y avait un projet de modifier ou de changer la Constitution. C'était pour quelle cause?
Voilà, ça c'est la première question. Les accords entre le Rwanda et le Burundi. Je suis très content qu'on ait précisé que je parle comme et le Rwanda et la RDC sous l'intermédiation des États-Unis. Je préfère parler comme un professeur, comme vous l'avez dit, que la casquette politique. Parce que moi, là, je vais garder toute mon objectivité. J'ai fait une analyse comparative entre les guerres. La guerre d'Israël et Gaza, c'est une autre guerre. La guerre de Koweït et Irak, c'est une autre guerre. La guerre du Pakistan et l'Inde, c'est aussi notre guerre. Quelle est la guerre qu'on peut comparer entre nous et le Rwanda? Quel type de guerre on peut comparer? J'ajoute la guerre d'Ukraine et la Russie. C'est une autre guerre. Moi, dans mon analyse, je compare la guerre du Rwanda à la RDC comme la guerre de Koweït-Irak. Pas Iran-Irak, Koweït-Irak. Quelle est la nature de cette guerre? Pour pouvoir protéger leurs intérêts, les États-Unis ont créé Saddam Hussein en Irak. Ils ont fait de lui un homme fort pour combattre l'Iran. Et Saddam Hussein a su maîtriser l'Iran et il est devenu très fort. Et étant fort, quand on fait d'un homme une majesté, la conséquence dans le futur, c'est que cet homme, il peut s'envoler. Parce que l'homme, c'est un animal. Si on ne le contrôle pas, il peut aller n'importe où. Et Saddam Hussein a choisi de se faire un homme fort en ravissant le pétrole, la richesse de Koweït. Mais alors, qu'est-ce que Koweït a fait? Vous, les Américains, vous, les Occidentaux, qui avez armé Saddam Hussein, voilà que votre Saddam Hussein devient un chien enragé. Venez nous le faire partir. Non, Saddam Hussein nous procure les ressources naturelles. Oui, oui, moi, Koweït, je suis prêt. Venez prendre les ressources naturelles et protégez-moi contre Saddam Hussein. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, le pétrole de Koweït est exploité par les Occidentaux et pour l'intérêt de Koweït. Et Saddam Hussein a été neutralisé. Koweït a retrouvé la paix. Koweït, aujourd'hui, c'est parmi le pays développé. Les pays où le PIB par habitant est très élevé. C'est ça la démarche qu'on devait faire. C'est-à-dire, puisque vous avez armé Kagame, vous avez fait de lui un homme fort, l'analyse comparative, notre Saddam Hussein d'Afrique centrale. Mais vous avez fait de cet homme fort ce qu'il faut faire. Mais pourquoi vous le faites fort? Oui, parce que lui nous permet d'avoir les richesses au Congo. Ok, très bien. Nous venons négocier avec vous. Vous venez exploiter chez nous en nous donnant la paix, en exploitant chez nous, en créant les emplois et les Congolais profitent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'accord stipule que le Rwanda va entrer avec la République démocratique du Congo dans la production concomitante ou la production commune. Mais qu'est-ce que le Rwanda qui vous agresse peut encore venir trouver chez nous? C'est-à-dire, c'est le Rwanda qui est sorti gagnant. D'autant plus que le Rwanda va travailler avec nous nos propres richesses. Chez nous, on va extraire et au Rwanda, on va raffiner. Qui va gagner plus en termes de valeur ajoutée? C'est le Rwanda. Voilà l'échec de la diplomatie. Voilà l'échec de la diplomatie. De deux, si cet accord prévoit qu'il y ait la paix, mais cet accord, jusque-là, sur le plan économique, nous ne voyons pas encore le contenu. Quand on signe avant l'accord politique, c'est-à-dire on cache l'accord économique. Pourtant, c'est beaucoup plus l'accord économique qui est plus important pour la population. Malheureusement, personne, même vous les journalistes, personne ne connaît encore le contenu de l'accord économique. Nous avons seulement l'accord politique. Et même cet accord politique, parce que je vous ai dit, pour moi, je l'ai dit à la radio Capi et dans d'autres chaînes, qu'un voisin vous terrasse parce que tout simplement à l'intérieur, vous vous êtes neutralisé. Si vous vous neutralisez dans votre maison, dans votre parcelle, évidemment, tous les voisins peuvent se jouer de vous. C'est le cas de la République démocratique du Congo.
Nous nous sommes maltraités. Nous nous sommes frustrés. Nous nous sommes blessés. Aucun accord de l'extérieur ne peut réussir de panser nos plaies. C'est pourquoi depuis tout le temps, malheureusement, ces pouvoirs s'entêtent. Alors que c'était au niveau de Bunagana, je suis passé dans une chaîne internationale. Je dis, négocions maintenant. Entre nous, qu'on se mette sur la table. On négocie, on rentre. Parce que tout le monde connaît, et même la CENI a reconnu que les élections qui ont été organisées en 2023, elles étaient mauvaises. D'autant plus qu'elle a publié les noms des personnes qui avaient des machines. Et donc, ceux-là ont été attrapés. Vous savez qu'on n'attrape pas tous les voleurs. Et d'ailleurs, quand on attrape un voleur, c'est une chance. La plupart des voleurs ne sont pas arrêtés. Et donc, nous avons reconnu tous, la CENI compris, que les élections n'étaient pas de mauvaise qualité. Il fallait négocier, qu'on se mette d'accord, qu'on se dit nous sommes Congolais. Acceptons, vous êtes là, on continue, mais formons les bases, de sorte que les élections prochaines, que nous ayons des bonnes élections pour respecter les accords. La question concernant la complicité du caucus. Non, ça c'est... Vous devez savoir la répartition du pouvoir. Les députés nationaux ne contrôlent pas les gouvernements provinciaux. Le gouvernement provincial est contrôlé par les députés provinciaux. Je vous ai dit, notre rôle à nous, c'est protéger les intérêts de la province au niveau national. Et c'est ce que nous avons fait. Nous le faisons dans le budget de l'État. Mais dire que nous en sommes complices, mais moi je ne vois pas. Et c'est pour dire au collègue qui a dit que j'étais en même temps député provincial, en même temps député national. Non, moi je refuse cet imbroglio-là. Je refuse cette tricherie. À nous, il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas le seul qui soit intelligent. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents. Et chaque fois dans mon parti, je propose toujours des jeunes pour postuler comme députés provinciaux. Et moi, je ne postule, ça fait 2 fois, pas 4 fois. Je postule seulement comme député national. Et ces jeunes, pour le mandat passé, moi, je vous confirme, mes jeunes étaient élus. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, les conséquences sont celles-là. Donc, nous n'en sommes pas responsables. La responsabilité est des députés provinciaux. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce sont les députés provinciaux. Nous, voyez les aspects sur lesquels nous nous battons. C'est la sécurité, par exemple. Quand nous disons que la sécurité nationale, c'est important, parce que la sécurité nationale, comme la sûreté, relève de la compétence du gouvernement central. Et nous y parlons. Et le rôle du député, ça, vous devez le savoir. Nous n'avons pas des armes. Nous, nos armes, c'est les dire. Je vous dis, nous avons été voir la Première ministre devant 5 ministres, pas les moindres. Il y avait le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre du Plan, il y avait le ministre d'État, ministre du Budget, il y avait le ministre, la vice-ministre des Finances, parce que son client n'était pas là, et je crois qu'il y avait un autre ministre que j'ai oublié, je peux me rappeler en passant. Nous leur avons posé tous nos problèmes. Et donc, nous avons posé nos problèmes au niveau national. Et si aujourd'hui, nous avons obtenu, je vous dis, c'est la 2e fois, mais grandement la première fois, qu'on obtienne le financement de la Banque mondiale. La première fois, c'était le projet Picagel. Et la 2e fois, c'est celui-ci. Et les fonds de Picagel n'étaient pas à comparer à ces fonds d'ici. Aujourd'hui, nous avons obtenu 200 millions de dollars. Mais malheureusement, les députés ne gèrent pas. Nous avons voté ou ratifié cet accord, mais c'est au gouvernement de gérer. Malheureusement, les députés, son rôle, c'est de contrôler. Je vous ai dit, chez nous, le pouvoir exécutif empiète tout le monde. Empiète tout le monde. Demandez aux magistrats est-ce qu'ils sont libres. Parce que c'est le 3e pouvoir. Nous sommes le premier pouvoir législatif. Est-ce que nous sommes libres? Mais c'est plutôt le 2e pouvoir qui piétine tout le monde. Parce qu'ils en ont le moyen. Ce sont eux qui contrôlent la police. Ce sont eux qui contrôlent l'armée. La question des millions sortis pour le port de Momba et pour le port de Kalemi. Chers frères, moi je vais vous dire la vérité. C'est du mensonge politique. Quand quelqu'un passe, il fait beaucoup de bruit, il y a des millions. Non, il n'y a pas de millions. En fait, le premier projet était élaboré à l'époque du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, avec le financement du FPI. Et le FPI était d'accord de pouvoir financer les projets de réhabilitation
de notre port. Mais fort malheureusement, Ilunga Lunkamba est parti. Vous savez, chez nous, quand un parti, on abandonne tout ce qu'il a laissé. Et même ce qui est dans le bon. La preuve, regardez l'aérogare de Kalemi. Zoé a commencé l'aérogare, mais où en sommes-nous? Et on l'a laissé comme ça. Et c'est parti. Et donc, il n'y a pas de millions. Le problème, c'est que le gouvernement central ne veut plus s'occuper de notre province. C'est ça la réalité. Le gouvernement central considère cette population ou cette province comme une province de l'opposition. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes que 4 députés nationaux de l'opposition. Et il n'y a que 4 députés provinciaux de l'opposition. Aucun sénateur de l'opposition. En quoi nous sommes province de l'opposition? C'est la mauvaise foi du gouvernement central. Tout simplement. Je vous dis, nous avons mis dans le budget 2025 le frais pour que Bendera soit réhabilité. Le gouvernement Ilunga Lunkamba a laissé des turbines. Ça se trouve là. Malheureusement, avec les eaux qui entrent au port, je ne sais pas si c'est encore en bon état. Donc voilà, il n'y a pas de millions. Alors, qui a financé les forages? Je le dis, nous, ayant vu la misère de notre peuple, nous contactons par-ci, par-là. Et même vous, je peux venir vous contacter si j'ai besoin pour le territoire de Nyons. Nous avons contacté, là je félicite notre président John Banza, qui a contacté les boucliers. C'est lui, il faut le citer. Il a contacté les boucliers, et cet ONG des boucliers, qui est dans d'autres provinces, nous l'avons suivi. Nous avons dit, mais vous pouvez aussi nous aider. Bon, ils ont accepté de nous aider. Bon, comme vous le savez, parce que ce n'est pas un secret, c'est cette ONG qui avait bénéficié de 70 millions en 2023 de lithium, des actions sociétales de Manon au lithium. Mais cette ONG a tout bousillé en complicité avec le pouvoir central. Ça, vous avez entendu. J'ai fait une conférence de presse ici à Kalemi. Bon, ils ont bousillé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous avons pensé que, puisque vous avez bousillé, faites quand même quelque chose chez nous. Faites quelque chose. Oui. Est-ce que c'était par honte ou c'est par le devoir de redevabilité? Mais au moins, ils ont accepté de venir. Ce ne sont pas le moyen des députés, que personne ne vous trompe. Les députés ont aidé juste à ce que les choses se fassent de manière normale. Le collègue Jimmy me pose le rôle de l'opposition parce que la situation ne marche pas. Qu'est-ce que l'opposition peut faire ou l'opposition compte faire? Dans un État démocratique, la voix de la minorité est toujours acceptée. Mais dans notre pays, je vous dis, c'est l'écrasement. D'ailleurs, comprenez un peu, est-ce que vous pouvez croire dans un pays où nous avons plus de 700 partis politiques qu'un groupe s'érige la majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale? Nous ne sommes qu'en réalité 22 opposants sur 500. Croyez-moi, quand vous êtes 22, même en parlant là, parfois nous crions même. Nous crions même à haute voix. Et là, je remercie et je félicite la sagesse du professeur Kamere, qui est président de l'Assemblée nationale, qui par moment il dit non, 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 cette fois-ci, laissez que l'opposition parle. Et c'est comme ça que nous parlons. Qu'est-ce que nous pouvons faire en plus? Nous, c'est la population. Parce que nous savons que le pouvoir a rendu un mauvais service à la population. Le pouvoir a appauvri ou continue à appauvrir la population. Par conséquent, nous, notre force, c'est la population. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai choisi de parler à la population en disant, ces gens-là, ils vous maltraitent. Il ne faut pas les accepter comme ça. Il faut, par moment, leur dire que vous ne faites pas des choses telles que ça doit se faire. Voilà le rôle de l'opposition, c'est de montrer qu'ils sont incapables. Et moi, je vous l'ai dit, ils sont incapables. Ils sont incapables. Quelqu'un m'a posé la question, je la ramasse directement. Qu'est-ce qu'alors vous comptez faire comme professeur d'université? Et si, c'était ça la question. Il y avait la face cachée de la question. En tant que professeur d'université, si on vous donnait ces pays, que vous allez faire? Vous savez, j'ai dit à mes étudiants de deuxième licence, même ici, dans le cours d'analyse des systèmes et structures économiques, il faut toujours être sincère avec soi-même. Ça, c'est la première des choses. Le premier élément de la gestion, c'est la sincérité avec soi-même. Et c'est la mentalité, la bonne gouvernance. Pensez que ce que vous êtes en train de gérer n'est pas à vous, mais ça appartient à toute la communauté. Comment voulez-vous que aujourd'hui
la corruption, le détournement est appelé rétrocommission. Mais c'est un détournement. C'est un scandale qu'on ait appelé le détournement rétrocommission. Mais déjà, il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Comment voulez-vous que la justice soit une brouette drainée par des personnes qui mettent leur charge? Mais non, il faut donner à la justice sa place. Moi, je pense, si on veut vraiment avoir un état de droit, parce que c'est notre volonté, nous tous, il faut donner la place à chaque pouvoir politique. Que le Parlement joue son rôle, que le gouvernement joue son rôle, que la justice joue son rôle, et le quatrième pouvoir, la presse, joue son rôle. Aujourd'hui, combien de journalistes de vos collègues sont en prison? Or, les journalistes, c'est un éclaireur. Il vous dit, voilà ce qui se passe. Mais parce qu'il est dit, on le met en prison. Et donc, nous, de l'opposition, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est d'abord changer la mentalité des Congolais. Et changer la mentalité des Congolais, c'est appliquer la justice pour tous. Appliquer non seulement la justice légale, mais aussi la justice économique. La bonne manière de répartir les choses. Voilà ce que je peux répondre par rapport au rôle de l'opposition. Les collègues Jimmy m'a posé la question sur les conflits opposant Filtizaf et le ministère d'Habitat. Comme caucus, qu'est-ce que nous avons fait? Et là, je vous dis, vous journalistes, la première des choses, la population de chez nous commence toujours un problème, et c'est quand le problème se trouve à fond, député, où êtes-vous? C'est comme qui dirait, vous gardez un enfant malade, vous avez d'abord provoqué la maladie vous-même avec l'insalubrité, et puis la maladie entre à votre maison, vous laissez la maladie vous hanter, et puis plus tard vous dites, papa, viens nous sauver. On doit changer les gars. Il faut associer vos élus en amont. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons l'obligation de résoudre. Nous, d'abord, la première des choses, nous avons constitué une commission parlementaire. Cette commission devait écouter tout le monde. Nous avons écouté le représentant des agents de Filtizaf, qui sont venus à Kinshasa, et même ici, nous les avons écoutés. Nous avons écouté le représentant, d'abord le gouverneur, nous l'avions écouté, comme responsable de la province. Nous avons écouté la chef de division, je crois, provinciale de l'urbanisme et habitat, et nous avons créé une commission. Et cette commission devait d'abord, la première des choses, c'est ressortir le statut de l'entreprise Filtizaf. C'est-à-dire, est-ce que c'est un bien de l'État ou c'est un bien privé? Si c'est un bien de l'État, qui doit gérer ce bien? Puisque c'est le secteur industriel. Est-ce qu'il appartient au ministère d'Habitat de gérer? Nous avons établi la responsabilité n'appartenait pas au ministère d'Habitat, ça devait appartenir au ministère de l'Industrie. Et alors, en cherchant toujours les statuts, nous avons découvert que ce n'est pas une entreprise de l'État. C'est une entreprise. Bon, si ce n'est pas une entreprise, je suis dans les hypothèses que nous avons travaillé. Si ce n'est pas une entreprise de l'État, donc c'est une entreprise de privé. Et donc, si c'est le privé, c'est un bien sans maître. Or, en fouillant les documents, nous avons découvert que l'État avait octroyé le prêt à Filtizaf à l'époque. Et que le gouvernement Mobutu, dans les années 80, avait nommé un membre du conseil d'administration de la Filtizaf. Et donc, on ne peut pas nommer un membre du conseil d'administration si l'État n'a pas de part. Partant, nous avons dit non, il y a quelque part, l'État avait des responsabilités. Et donc, puisqu'il s'agit des responsabilités de l'État, il n'appartient pas au ministère d'Habitat, d'Urbanisme et Habitat, de jouer la loi. Nous, il appartient au ministère du portefeuille. Parce que ça soit, suivons-nous bien, si c'est un bien sans maître, ça appartient à l'État. Puisque c'est une entreprise industrielle, il fallait liquider pour pouvoir désintéresser le passif, dont le travailleur. Or, la loi congolaise ne permet pas au ministère d'Habitat de pouvoir liquider une entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Ça appartient au ministère du portefeuille. Si c'est pour l'État, c'est un bien de l'État, donc c'est le ministère du portefeuille qui devait voir parce que c'est un portefeuille, c'est un actif de l'État.
les ministères du portefeuille devaient procéder par la liquidation afin de désintéresser la population. Qu'à cela ne tienne, nous avons pu obtenir, évidemment, je le dis, avec le gouverneur, parce qu'il était venu à Kinshasa, nous avons obtenu du président de la République qu'une commission tripartite soit faite sous l'égide du ministère de Justice, où on met le portefeuille d'une part, le ministère d'Habitat de l'autre, et la population que nous représentons, nous, les députés, là, sous l'égide du ministre de la Justice, ministre de l'État. Malheureusement, nous avons fait une première réunion et nous avons établi la responsabilité. J'ai participé à cette réunion parce qu'on avait choisi, il ne fallait pas les nommer tous au même moment. On a pris le président, l'honorable Banza, John, on a pris la présidente, l'honorable Marie-Thérèse de Manono, et le rapporteur moi-même de Nyunzu. Nous avons représenté et nous avons traité ces cas. Il était dit que c'est le ministère du portefeuille qui doit liquider l'entreprise de sorte que l'on désintéresse le passif dont le travail. Malheureusement, vous connaissez le sort du ministre de la Justice. Bon, nous ne savons pas avancer. Vous savez, chez nous, quand ça bloque, il faut reprendre à zéro. C'est là que nous sommes. Mais qu'à cela ne tienne, notre commission continue à travailler là-dessus. Voilà ce que je peux répondre par rapport à la population des Calémie, particulièrement la population, le travail des Filtizaf. Les députés nationaux se sont battus et continuent à se battre. Nous avons appris qu'on continue à démanteler les mitrailles. Lors de cette réunion, nous avons dans le PV demandé que le ministère d'Habitat ne touche à rien et que les gouverneurs ne touchent à rien et que les travailleurs non plus ne touchent à rien parce qu'il était établi que certains travailleurs ou certains représentants des travailleurs vendaient aussi le patrimoine des Filtizaf. On s'est dit qu'on garde à l'État. Mais si cette décision n'est pas respectée par les uns et les autres, force cela sera pour la loi. Alors, notre collègue Ismaël, quelle approche pour la solution? Je crois que j'ai donné. Est-ce que la situation va-t-elle changer? Je vous dis oui. Je suis un optimiste. Lorsque j'ai quitté Kinshasa en 2016, non, 2017 à la fin, 2018 au début, pour venir chez nous, personne ne m'a donné la chance d'arriver à Nyunzu. Mais je suis arrivé à Nyunzu. En ce moment-là, Nyunzu était Nyunzu Centre, tout simplement. Et Nyunzu Centre, on ne peut pas traverser les rails pour aller dans les quartiers de l'autre côté des rails. Mais aujourd'hui, je dors dans tous les villages de Nyunzu. Et tout le monde peut dormir dans tous les villages de Nyunzu. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, ce que j'ai fait au niveau de mon territoire, je crois que je le ferai au niveau de la province. Et je crois que je le ferai aussi au niveau national. Moi, je crois que les choses vont changer. À très court terme, il appartient au gouvernement ou au régime actuel de montrer ne fût-ce qu'une petite bonne foi, de mettre les Congolais ensemble. Parce que sans mettre les Congolais ensemble, je vous dis, la solution, d'où qu'elle viendra, même si elle venait du ciel, parce que Dieu sur la terre, il a mis les hommes pour les représenter. Et si vous n'acceptez pas le représentant de Dieu sur la terre, mais donc vous refusez même la solution de Dieu, et donc rien ne peut réussir si on ne se parle pas. Certains disent que c'est pour la répartition des postes. Mais enfin, est-ce que ceux qui sont là, ils ont mérité d'être là? Nous disons non. C'est ça même la clé de contestation. Moi, je suis clair. Moi, j'ai toujours dit, s'il va s'agir de se repartir les postes, on le fera pourvu que le Congo retrouve la paix. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, vous avez triché les élections, voilà là où nous sommes. Mais alors, recommençons avec une nouvelle CENI, recommençons avec une nouvelle loi électorale, recommençons avec une nouvelle cour constitutionnelle. Voilà les trois machines qui contrôlent les processus électoraux. Parce que 2028, ce n'est plus loin. Et donc, d'ici 2 ans, on va commencer déjà les processus électoraux. Mais une loi électorale taillée juste mesure, une CENI cotérico-tribale, une cour constitutionnelle, on n'en parle pas. Et qui est celui qui peut accepter qu'on aille comme ça aux élections? Voilà pourquoi nous demandons appeler tout le monde.
Parce que je vous ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit des frustrations. Les frustrations de la mauvaise répartition de richesses, les frustrations de chômage des jeunes et les frustrations de non-respect des paroles ou des accords. Voilà, moi j'ai la foi et les choses vont changer. Donc, je termine par Victoire. Victoire, je vous dis que moi, je ne suis qu'au deuxième mandat. Et d'ailleurs, j'avais voulu aller au Sénat. Parce que la différence entre un député et un sénateur, le député est national. Donc, c'est comme je me jette dans un océan. Je ne peux pas parler seulement pour le Tanganyika. Je n'ai même pas droit de parler seulement pour le Tanganyika. Encore moins pour mon territoire. Moi, quand je parle, voilà pourquoi je n'ai pas parlé du Tanganyika. Je n'ai pas voulu qu'on parle seulement du Tanganyika, mais j'ai parlé de la nation. Mais puisque je suis élu du Tanganyika, en prenant les exemples de ma province. Mais les sénateurs, il est élu, dit la Constitution, pour défendre les intérêts de la province. Pour défendre les intérêts de la province. Donc, mon choix pour ce mandat, j'ai déjà défendu assez mon territoire. Je voulais défendre ma province. Et j'aime. Je peux peut-être vous surprendre. J'ai quitté chez nous en 1988. Je suis rentré 30 ans après. Donc, je pouvais rester ailleurs. Mais j'ai choisi de venir rester pour ma province. Voilà ce que je peux réserver comme question, comme réponse aux questions posées. Merci beaucoup. Répondre à la presse, c'est reconnaître la presse comme quatrième pouvoir. Et c'est ça un démocrate. Un démocrate doit accepter la presse parce que c'est la presse qui parle au nom de la population. Est-ce que toute la population de Tanganyika peut me poser des questions? Mais non. Mais cette population vous pose vous des questions que vous m'amenez. Et je suis convaincu que ce ne sont pas vos questions. Ce sont les questions de la population. Et donc, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je répondrai toujours. Je répondrai toujours et toujours. Faut-il changer les régimes alors que nous sommes en plein cycle de la 4e législature? Nous disons non. Moi, je suis de ceux qui ne prônent pas pour l'instabilité. Parce que, vous vous souviendrez, lorsqu'on voulait créer l'instabilité ici pour craser le gouvernement provincial, le 2e gouvernement provincial, j'étais parmi les personnes qui m'opposaient. Et je disais à mes collègues, moi je vois plus loin que vous. Je le vois comme professeur d'université et surtout comme économiste. Il y a des conséquences lorsqu'on détruit politiquement et socialement sur l'économie. Parce que l'économie, c'est une femme, c'est une fille, je peux dire capricieuse. Elle veut seulement être dans un environnement où c'est propre. Vous prenez une fille, vous la mettez là où elle va souffrir, elle part, elle cherche un autre homme. C'est ça l'économie. Et donc, on ne peut pas demander que le régime parte. Mais les régimes, et nous reconnaissons que ce régime-là, il est là par tyrannie, par force, par malice. Et donc, vous qui nous avez, comme je le dis, nous sommes tous les enfants d'un même père, tous héritiers. Vous, grands frères, vous nous prenez de force. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous plaindre pour dire que non, les frères réclament parce qu'ils veulent avoir aussi le pouvoir comme nous. Oui, nous voulons en avoir. Ça, moi, je le dis. Nous voulons en avoir, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il faut qu'on se parle pour que la paix revienne dans notre pays et que l'on fixe le règle du jeu. C'est là notre préoccupation comme opposition. Qu'on se refixe le règle du jeu. 2026 n'est pas loin. Il ne faut pas que... Parce que si nous restons comme ça, qu'est-ce qui se passe? La loi électorale est votée au Parlement, où vous avez 22 députés. Et vous pensez que vous êtes à main d'aller aux élections avec une telle ossature? Pas du tout. C'est-à-dire que vous acceptez votre perte. C'est pourquoi nous négocions. Nous faisons un projet de loi électorale dans la négociation, comme ça a été la constitution de Sun City. Et nous venons tous nous présentons à ces parlements en disant ratifier. Et les parlements ratifient. En ce moment-là, nous sommes tous d'accord que nous avons la bonne loi. Et si nous faisons la loi électorale, nous disons, choisissons les nouveaux animateurs de la CENI. Parce qu'on va les choisir d'ici 2027. Alors, nous choisissons des nouveaux acteurs en ce qui concerne la CENI. Nous choisissons des nouveaux acteurs en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, parce que c'est son qui contrôle avec la police. Nous choisissons des nouveaux acteurs en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Voilà ce que nous demandons. Nous ne demandons pas qu'on se partage les gâteaux. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a? Ils ont tout détruit. Qu'est-ce qu'on va encore prendre? Nous ne voulons pas nous habiller de leurs échecs.
opposition, majorité, êtes-vous complices? Est-ce que ce que je dis ici, ce que je dis ici, ne peut pas vous révéler quelque chose? Que même si on est moins nombreux, même si on est 22, mais nous parlons, nous nous opposons. Nous nous opposons. Nous nous opposons. Et d'ailleurs, voilà, je vous livre les secrets. Vous avez 10 commissions au Parlement. Nous ne sommes que 22. Nous nous sommes convenus qu'on ait au moins 2 personnes dans chaque commission. Et les commissions stratégiques comme la commission économique et juridique, on a mis 3 personnes. C'est là que nous nous retrouvons, nous tous. D'ailleurs, ce sont les Tanganiquais de l'opposition qui sont là. Il y a moi-même qui suis rapporteur de cette commission économique, financière et contrôle budgétaire. Il y a mon grand frère, l'honorable Christian Mwando, un économiste que vous connaissez vous tous ici. Et puis, nous avons mon jeune frère, l'honorable Mayani. Tous 3, nous sommes là. Et le budget ne peut pas passer de manière à favoriser les uns et les autres si nous sommes là. Et donc, nous nous battons. Parfois, nous disons, si vous faites passer quelque chose, nous nous sortons devant la presse. Voilà pourquoi je suis devant vous. Voilà pourquoi nous sommes devant vous. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que ma prestation d'aujourd'hui peut vous témoigner que opposition et majorité sont ensemble? Voilà. Comme je le dis, je suis député national. Je ne peux pas répondre seulement pour la province, pour le territoire. Je commence d'abord pour toute la province. À la commission économique et financière, nous avons appelé au mois de juin le ministre Guilain Nyembo, vice-premier ministre, ministre du Plan. C'est lui qui a en charge les PDL 145 territoires. Nous lui avons dit, venez nous établir l'évaluation. L'évaluation mi-parcours a démontré que nous sommes à moins de 30% de réalisation sur toute l'étendue de la République. Et il y a 4 zones, je crois, 3 ou 4 zones. Il y a la zone contrôlée par le PNUD, c'est la nôtre, c'est-à-dire le Tanganyika, les Olomami, le Maniema, les Chopo, les deux Zouélé, je crois aussi les Mongala et Chouapa. Et il y a la zone contrôlée par Besseko, c'est grandement la zone Kasaï, et puis la zone un peu Kivu, et puis il y a une autre institution qui contrôle la 3e zone, ça viendra dans ma tête, mais c'est beaucoup plus dans la zone contrôlée par les PNUD, où il y a il y a un taux très faible, dont le Tanganyika. Et quand je pars dans le territoire de News, je peux vous dire, aucun projet n'est fini. Même l'école que l'ancien vice-gouverneur avait inaugurée, l'école Massamba qui porte son nom, qui fait partie des PDL, même cette école-là n'est pas finie. Parce que comme enseignant, l'école est finie lorsque vous remettez les clés avec tableau, avec banc, avec, qu'est-ce que je peux dire, ordinateur, donc avec le matériel du bureau. Donc, il ne suffit pas de remettre l'immobilier pour dire que l'école est finie. Il faut remettre l'immobilier et l'immobilier. Et quand je regarde le tableau, parce que vous m'avez posé la question sur News, quand je regarde le tableau, vous prenez l'école de Mounena, c'est au niveau de la fondation. Vous prenez le centre de santé de Gitengeteng, c'est au niveau de la fondation. Vous prenez le bâtiment administratif, pour ne citer que cela, c'est au niveau de l'INTO. S'il faut faire l'évaluation, pour nous, nous sommes autour de 16% de réalisation. Et là, nous avons dit au ministre que, entre parenthèses, c'est chez vous, vous êtes du Tanganyika, qu'est-ce que vous direz demain à vos frères? Nous lui avons dit ça. Et que le ministre a essayé de se justifier, il faut le dire. Il dit, moi, j'ai hérité d'un bilan négatif. Mais maintenant, la première phase, c'était la construction des infrastructures de base. Et la deuxième phase, c'est la construction de routes et dessertes agricoles. Maintenant, le bailleur préfère me donner, moi, le fonds pour la deuxième phase. Mais alors, vous, les députés, vous demandez que je prenne ces montants que je mette pour terminer la première phase. C'est là que nous sommes. Le ministre dit, en tout cas, moi, je ne peux pas prendre les montants de ma phase, c'est qu'on m'a donné moi.
de superviser pour mettre dans la phase que l'autre a pu rendre négatif. Voilà, c'est à ce point-là que nous sommes. Et nous avons dit au ministre, il y a ce qu'on appelle le principe de continuité des pouvoirs. Il faut hériter et le passif et l'actif. Voilà ce que je peux dire. Mais j'ai répondu à cette question. J'ai dit, si nous avons la guerre aujourd'hui, c'est parce que nous sommes frustrés. Vous comprenez? C'est parce que nous sommes frustrés. C'est comme dans une famille. À partir du moment où les uns frustrent les autres, ça crée les conflits. Et pour terminer un conflit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parler. Et est-ce qu'il faut parler, appeler les voisins pour venir résoudre le problème avec les voisins? Vous prenez un voisin pour résoudre des problèmes entre nous, les voisins? Non. Le problème est d'abord interne. Et je le dis, pour moi, ça m'engage que moi. La faiblesse de la RDC aujourd'hui, c'est le fait que nous nous sommes piétinés mutuellement à l'intérieur. Si nous nous mettons ensemble et nous nous considérons ensemble, nous respectons les contrats. Parce que j'ai dit trois choses. Vous avez la justice juridique et vous avez la justice économique. Et puis vous avez le respect des paroles ou des contrats. Mais on ne respecte rien. Et vous voulez qu'on vous laisse? D'où nous nous disons, il faut que nous nous parlions. Et pour nous parler, même dans un village, il y a quand même un sage, non? Et nous avons trouvé que les représentants de Dieu sont les sages. Parce qu'ils ont prouvé ça. Si vous êtes moins informés, à Sand City, les politiques s'étaient opposés. Les groupes IDP s'étaient reliés avec les RCD. Ils étaient partis, ils ont commencé à se réunir à Goma, à Kisangani et même au Rwanda. Les groupes MLC et PPRD, gouvernement de l'époque, ils se réunissaient à Matadi. Mais ce sont les hommes de Dieu qui ont dit, venez, parlons encore, mettons-nous ensemble. Le dialogue de Saint-Sylvestre, ça pouvait. Si nous sommes partis aux élections en 2018, c'est grâce à ce dialogue. Pourquoi on ne peut pas se mettre encore ensemble? Et vilipender les hommes de Dieu, prêtres comme pasteurs, c'est une malédiction pour notre pays. Et ces gouvernements, ces régimes peuvent nous amener dans une malédiction que nous refusons. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Et il ne reste qu'à vous remercier, chers membres de la presse, vous dire que c'est vous qui avez les questions de la population. Et si vous avez des questions de la population et que vous ne les posez pas, c'est-à-dire la population sera sous-informée. Nous restons ouverts. Et là, je vous dis, je ne parle pas seulement à mon nom, mais j'ai parlé comme rapporteur du caucus et du Tanganyika et de tout le Grand Qatar.